Bien, je suis Christian Rougin, j'habite en Meuse, dans le nord de la Meuse, à 150 km au nord de Bure. J'ai milité au sein du collectif des opposés au laboratoire de recherche, au sein du collectif meusien, le CDR 55, dès janvier 1994. Et j'ai continué ensuite quand la maison de résistance a été créée, grâce à Sortir du nucléaire et à l'association Bure Zone Libre. J'ai intégré l'association Bure Zone Libre et continue à lutter jusqu'à maintenant. Donc, ça fait déjà un petit bail. Donc moi Jean-Pierre Simon, je suis paysan à Sirfontaine, c'est Haute-Marne, mais c'est 7 km de Bure, derrière le labo. Donc moi j'ai commencé dans la lutte aussi en 94, je crois, le festival anti-déchenu qu'on avait fait sur la commune. Donc à l'époque c'était bien avant que l'Andra pose ses valises sur le territoire, mais cherchait quand même un site pour enfouir. Voilà, après il s'est rien passé, moi j'ai eu des moments de latence, j'ai eu d'autres activités. Et puis je suis revenu à nouveau concrètement dans la lutte un petit peu en 2000 et puis surtout en 2015 au travers des différentes manifs quand le projet CIGEO commençait à poindre, je veux dire suite après le laboratoire. Donc 2015, les 100 000 pas, les 200 000, les 300 000 pas, et puis après ça monte en puissance, l'occupation du bois jusqu'à aujourd'hui où je suis toujours dans la lutte. Voilà. Ouais. Moi c'est Joël, j'ai habité à la maison de résistance, j'ai été permanent de la maison de résistance, donc ça veut dire une des personnes qui étaient volontaires pour rester quelques mois là-bas pendant un temps, donc il y a 1 an et demi. Donc moi je suis arrivé 20 ans après qui est vénérable. Et je suis arrivé en 2014, je suis arrivé avec des gens qui avaient un peu on était un certain nombre de réseaux différents qui, pour moult raisons, trouvaient que c'était pertinent de s'engager à Bure parce que sur la lutte antinucléaire, parce que c'était vraiment, on avait un peu perçu le truc que Bure était le nœud de la filière nucléaire, c'est-à-dire que si Bure ne se fait pas, ils ont un problème avec les déchets en fait. Tout ça avait été vraiment assez clair pour un certain nombre de gens dans les luttes antinucléaires. Après, il y avait d'autres gens qui étaient plus sur les questions d'aménagement du territoire et vraiment dans une lutte plus profonde sur le fait même qu'on ait des projets énormes comme ça, donc toute la lutte sur les grands projets d'aménagement, etc. Puis après, encore plein d'autres raisons qui font que les gens ont eu envie de s'engager à cet endroit-là. Et on est venu en 2014 avec un projet de campement de 10 jours et c'était préparé pendant un an par plusieurs dizaines de personnes. Et ça s'inscrivait vraiment dans une tradition qui était celle et des luttes de territoire comme Notre-Dame-des-Landes et des luttes antinucléaires, enfin plein de. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'historique. Mais voilà. Et un certain nombre de gens sont restés dans un premier temps après, se sont installés à l'issue de ce campement. Et une deuxième vague, et d'autres vagues depuis, se sont installés progressivement sur place dans l'idée que, étant donné que pour résister à un truc comme ça, c'est un peu le pari du projet, c'est on s'installe à un endroit parce qu'il n'y a pas de population qui résiste, c'est relativement vide, donc c'est, enfin, en termes de nombre d'habitants, pas en termes du territoire, mais c'est-à-dire le projet s'est implanté là parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui résistent. Et donc on s'est dit, concrètement, s'il n'y a pas la population sur place pour avoir cette base de résistance, peut-être que c'est nous qui devons devenir cette population qui résiste en fait. Et un certain nombre de personnes d'entre nous se sont installées là, dans cette logique-là aussi. Et après, il y a eu l'histoire de l'occupation du bois, etc., avec d'autres préoccupations qui se sont ajoutées par-dessus. Mais initialement, moi, je fais partie des gens qui avaient pour envie de s'installer là, pour être les gens qui résistent au quotidien, en fait. Voilà. Et construire aussi d'autres choses sur place. Montrer que l'avenir de ce territoire, c'était pas seulement le nucléaire. Il y avait d'autres possibilités, et c'est aussi dans cette envie-là qu'on s'est inscrit dans les mois qu'on suivi, de dire on va peut-être construire une autre vision d'avenir que le nucléaire. Et actuellement, je vis à Commercy, je n'ai plus le droit d'aller à Bure. Je fais partie des gens qui n'ont pas le droit d'aller à Bure. Voilà.
pense qu'il est quand même intéressant de se poser la question pourquoi on parle de Bure, pourquoi vous entendez parler de Bure. Et c'est suite à de multiples trahisons politiques qui nous amènent à entendre parler de manifestations, de répression policière, de répression judiciaire. Donc, je vais lister quelques-unes de ces trahisons au fil du temps, en commençant par la première qui vient du président du Conseil général meusien, Rémy Herman, qui déclarait au Sénat en novembre 1991, quand la loi Bataille est sortie pour introduire un laboratoire de recherche qui est un leurre en attendant de faire le projet de poubelle nucléaire. Il faut savoir qu'avant, depuis les années 87, dans d'autres sites, ils cherchaient directement un site pour enfuir, pour faire une poubelle nucléaire. La loi de 91 a permis, comme ils n'avaient pas trouvé de site, de faire un laboratoire de recherche qui permettrait après de faire cette poubelle nucléaire. Donc c'est ce président du Conseil général meusien qui, quand la loi de 91 est venue, a déclaré, quoi qu'il en soit, si ces risques, même très faibles, doivent se concrétiser un jour, même dans des milliers d'années, nous n'avons pas le droit de les prendre. Utiliser l'espace souterrain pour le stockage des déchets nucléaires, c'est faire courir aux générations futures des risques dont nous ne pouvons mesurer aujourd'hui la portée. Alors cette même personne, en novembre-décembre 1993, elle fait valider à l'unanimité 31 conseillers généraux sur 31 conseillers généraux la candidature de la Meuse pour accueillir le laboratoire de recherche. Le laboratoire de recherche pour étudier l'enfouissement en grande profondeur. Ça s'est passé donc fin 93. Donc suite à ça, se sont créés tout de suite de nombreux collectifs, autant en Meuse qu'en Haute-Marne, que dans les Vosges, qu'en Meurthe-et-Moselle. Et ces collectifs ont été appuyés par les anciens collectifs qui avaient lutté pour éviter la poubelle nucléaire dans les différentes régions de France. Et à cette époque, ils étaient réunis au sein d'une coordination nationale contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Donc c'était la première chose. Les Meusiens voient débarquer ça, et ils apprennent ça dans le journal. Et à l'époque, c'était assez particulier pour la Meuse, parce que la Meuse ayant beaucoup d'argile, il y avait 3/4 du département étaient susceptibles de poser candidature pour ce fameux laboratoire de recherche. La seconde trahison, elle viendra un petit peu plus tard, de Dominique Voynet, qui était membre du Parti des Verts, et qui s'est retrouvé, en étant ministre de l'Environnement, à signer le fameux décret autorisant l'Andra à installer un laboratoire à Bure. Bon, je parle de trahison parce que Dominique Voynet était venu manifester contre le projet de laboratoire à Chaumont le 17 décembre 1994. C'était très difficile et à ce moment-là, il y a beaucoup de militants qui ont arrêté de militer en se disant qu'est-ce qu'on peut faire si cette personne étant opposée à ce laboratoire, c'est la même personne qui signe l'autorisation de construction de laboratoire à Bure. La troisième trahison, elle vient du vote de la loi de 2006 qui entérine le choix du seul site de Bure pour le stockage géologique, alors que l'enquête publique de 2005 permettait au président de la Commission nationale du débat public de déclarer, en janvier 2006, que s'est dégagée l'idée de l'entreposage pérennisé, non plus comme une solution provisoire, fût-elle de longue durée en attendant le stockage, mais comme une autre solution à long terme. Et la loi de 2006, elle ignore complètement ceci et elle désigne, il n'y a plus que Bure, parce que dans la loi de 91, logiquement, il y avait au moins 2 laboratoires qui étaient prévus, un en argile, dans l'argile de Bure, et un autre laboratoire dans le granit. Ils n'ont jamais trouvé un autre site pour le granit. Donc la loi avait été
mensongère en définitive, et ils ont rectifié le tir lors de cette loi de 2006 en disant il n'y a plus que Bure, et pour le seul stockage géologique. Il n'était plus question, parce que dans la loi de 91, il était question en plus d'étudier, il y avait 3 possibilités, il y avait 3 parties, l'argent était partagé pour étudier l'enfouissement en profondeur, pour étudier le stockage en subsurface, et pour étudier aussi la transmutation des isotopes de l'uranium. Alors, 4e trahison à laquelle je pense, elle émane de la création par l'ANDRA de la zone de la ZIRA. La ZIRA, c'est la zone d'intérêt pour une reconnaissance approfondie qui a été annoncée en décembre 2009, annonçant la zone sur laquelle va être lancé plus tard le projet CIGEO. Cette zone-là, elle se situe entre le village de Bure, le village de Ribeaucourt, celui de Bonnet et celui de Mondre en Barrois. Alors pourquoi je parle de trahison? C'est parce que quand la municipalité de Bonnet a entendu qu'elle était concernée par ce projet, la municipalité, à la majorité, a refusé d'entrer dans ce dispositif. Le maire de Bonnet, Jean-Pierre Millet, qui actuellement est aujourd'hui décédé, a beaucoup lutté contre ce projet de l'ANDRA. 5e trahison à laquelle je pense, c'est le débat bidon de 2013, qui a été boycotté par multiples associations sur le projet CIGEO, présenté en juin 2011. Quand en février 2014, la Commission nationale du débat public prend son bilan, 3 des 6 membres qui composaient la commission particulière du débat public se désolidarisent de compte-rendu de la Commission nationale. Il faut savoir qu'en 2013, si beaucoup d'associations ont boycotté, c'était suite à l'enquête publique de 2005 qui n'avait pas du tout été suivie, donc ils s'étaient complètement écartés pour aboutir à la loi de 2006. Donc à quoi servait-il de participer au débat de 2013? 6e trahison, elle se situe à Mondre-en-Barrois, au sujet du bois le jus. Il y avait de l'opposition à propos de l'échange de ce bois pour l'attribuer à l'ANDRA. Le maire de Mondre décide d'organiser une consultation du village le 13 janvier 2013. Le non l'emporte pour 50 voix contre 35. Malgré cela, le 2 juillet 2013 à 6 h du matin, le maire tient conseil municipal pour céder le bois le jus à l'ANDRA. En février 2017, la justice reconnaît qu'il y a eu des irrégularités. Le 18 mai 2017, un nouveau conseil municipal régularise la chose par 6 voix contre 5, mais un tiers des habitants sont en contestation pour conflit d'intérêts parmi les votants de ce conseil municipal. 7e trahison, bon, elle vient un peu de l'ANDRA, parce qu'il faut savoir que sous le site de Bure, il y a un gros potentiel géothermique, et c'est le CLIS même de Bure, le comité local d'information et de suivi, qui avait demandé une étude à des experts suisses, et après leurs études, ils ont déclaré que le potentiel géothermique était intéressant sous le site de Bure. En principe, avec les lois de l'eau, il y aurait pu y avoir du suivi. L'ANDRA a minimisé tout cela. Voilà. 8e trahison, on peut parler des autorités qui ont laissé, par exemple, l'ANDRA déboiser le fameux bois le jus qui se situe dans la zone de la ZIRA dont j'ai parlé tout à l'heure, le bois le jus dont vous avez entendu parler assez fortement aux informations, à la presse, un peu partout. Bon, ça sera évoqué plus longuement tout à l'heure. Donc l'ANDRA s'est permise de déboiser sans autorisation tout le tour de ce bois sur
périmètre de 9 km, de 10 à 15 mètres de large à peu près. Ensuite, elle s'est permise une autre construction de murs sur ce défrichement, un mur qu'elle prévoyait de 3 km 800. Elle est arrivée à construire un mur sur 1 km 200 avec la protection des gendarmes, alors qu'ils n'avaient aucune autorisation pour édifier ce mur. Neuvième trahison dont je peux parler, c'est celle un peu de Nicolas Hulot, qui s'est fait photographier en montrant son opposition à CIGEO, Stop CIGEO, et qui, une fois ministre, a dit Bure, c'est la moins pire des solutions. Donc, quand c'est la moins pire, que sont les autres? La 10e, je l'accorderai à Sébastien Lecornu, assez récemment, qui annonçait un rendez-vous avec les opposants le vendredi 23 février 2018 et qui a fait expulser le bois la veille de cette rencontre avec les opposants. Donc vous imaginez que les opposants ne se sont pas rendus à cette rencontre. Lorsqu'il y a eu cette expulsion du bois, il y a eu en même temps perquisition de la maison. On pourrait rajouter d'autres trahisons, on pourrait parler aussi parce qu'il y a eu des fouilles exécutées aussi autour du site de Landra et qui ont révélé un site intéressant, mais la direction de l'archéologie n'a pas cherché à aller plus loin alors qu'elle aurait pu le faire. Vous voyez là, les principales raisons et les principales causes que j'évoque et qui retracent un petit peu tout au long du temps l'évolution du problème à Bure. Et c'est ce qui a motivé toutes nos actions, nos manifestations, nos festivals, les différentes marches, les différents camps d'été et les conférences pour informer. Donc on va continuer un petit peu après avec moi, je vous policière, et puis Joël parlera de la répression plus judiciaire. Donc un petit brin d'histoire pour replacer le contexte, le calendrier et comment ça a monté pour arriver aux événements qu'on a connus cette dernière année ou ces 3 dernières années, puisque ça monte crescendo tous les ans, jusqu'où je ne sais pas, mais enfin, je pense qu'on est arrivé à un niveau on va dire insupportable. Donc la présence policière a toujours été sur place. Moi, je me rappelle déjà en 95, quand on a fait le festival, malgré toutes les autorisations et tout, quand on faisait nos réunions de préparation, on était déjà sous surveillance. Bon, je pense qu'il n'y avait pas les moyens pour nous enregistrer ou pour nous pister. Voilà, mais on était déjà sous surveillance, mais bon, ça se passait par les gendarmeries locales et je veux dire qu'on n'a pas eu de suite quand même, quoi. Bon, malgré tout, au cours des différentes manifestations qui ont pris corps, donc 2015 avec le camp BMC, et puis après les différentes manifestations, où on a eu quand même beaucoup plus de mobilisation. Voilà, la surveillance était toujours là, bon, elle n'était pas permanente. Donc à partir de là, c'était seulement pour couvrir les événements, quoi. En gros, où on a vraiment vu la mise en place, et là, c'est à l'occupation du bois. Donc comment ça s'est passé? Je peux revenir quand même un petit peu sur l'occupation du bois et comment ça s'est passé avant et pourquoi il y a eu cette occupation du bois. Donc il y a eu une manifestation des 200 000 pas qui avait lieu début juin 2016, donc où on avait rassemblé pas mal de personnes. Et à ce moment-là, au niveau du déroulement des travaux, donc je rappelle que le laboratoire a été construit en 2000 et travaillé, et donc il ne se passait plus rien au niveau du territoire depuis 2000. Mais le laboratoire préparait le projet CIGEO. Donc le projet CIGEO, on parle bien de l'enfouissement. Donc à un moment donné, donc je rappelle que alors aujourd'hui, CIGEO n'est toujours pas autorisé, il y a toujours la demande d'autorisation de création est en cours mais toujours pas faite. Donc il n'y avait pas lieu d'avoir de travaux sur le terrain à un endroit ou à un autre concernant ce projet.
mais les gens qui étaient à BZL ou autour, les militants, les diverses associations et collectifs, suivaient quand même de près le territoire pour savoir ce qui s'y faisait et ce qui s'y passait. Et donc en fait, ça se passait essentiellement autour du bois-le-jus. Donc comme l'a dit Christian, le bois-le-jus qui a été échangé illégalement. Alors aujourd'hui, la situation n'est pas complètement régularisée en matière de propriété, hein, mais comme la justice traîne volontairement, on ne saura jamais. Et je veux dire, chaque partie déclare qu'elle a raison, quoi. Et comme l'Andra a tous les droits, je veux dire qu'elle s'octroie l'entière propriété du bois. Donc malgré tout, même en étant propriétaire, même si c'est d'une façon illégale, il n'avait à aucun moment le droit de faire des travaux, c'est bien sans autorisation, sur ce bois, quoi. Bon, évidemment, au début c'était une base de vie, après c'était des forages, après c'était du défrichement. Voilà, donc après, dès que les opposants ont eu vent de ça, il a été organisé une marche, un pique-nique, le 17 juin, après la manifestation 2016, pour aller voir ce qui se passe dans ce fameux bois. Donc voilà, moi à l'occasion de cette journée, j'ai mis à disposition un tracteur et une bétaillère pour apporter la logistique pour établir le pique-nique. Et le pique-nique qui s'est transformé en occupation du bois au vu de ce que les militants ont vu à l'intérieur, quoi, à savoir les forages, le défrichement, et la base de vie qui commençait à s'installer. En fait, on commençait déjà CIGEO alors que CIGEO n'était pas autorisé, quoi. Donc c'est ce qui a provoqué une montée en puissance et de tous les collectifs et la SOS, quoi. Donc l'occupation a duré 3 semaines et évidemment il y a toute une organisation qui s'est constituée, une vie à l'intérieur du bois. Donc à ce moment-là déjà la surveillance policière est devenue plus conséquente, permanente, sur les voies d'accès, sur les 2 vigies, il y avait une vigie nord et une vigie sud autour du bois. Donc les contrôles devenaient permanents, enfin au moins sur les heures de jour, enfin en gros 7h du mat jusqu'à 22h. La présence, le fichage, l'enregistrement de tous les véhicules, de tous les passants, les contrôles d'identité étaient permanents. Donc c'était déjà un premier cran dans la répression. Donc l'expulsion, bon, évidemment, tout le monde s'attendait un jour ou l'autre, compte tenu que l'occupation était illégale, que l'expulsion aurait lieu, même si par ailleurs il y avait un certain nombre de procédures en cours pour dénoncer l'illégalité des travaux qui étaient faits. Donc l'expulsion a eu lieu le 7 ou 8, je ne sais plus, juillet 2016. Voilà, donc bon, déjà sans revenir là-dessus, c'était un peu la guerre déjà. Les moyens mis en œuvre par les forces de gendarmerie, que ce soit au niveau du matériel, du personnel, et le territoire était complètement encerclé avec hélicoptères, enfin brouillage-liaison, enfin toutes sortes de matériel annexe et je dirais quadrillage du territoire. Donc il y a déjà eu des moyens militaires importants, avec déjà aussi des blessés à ce moment-là. Mon tracteur et ma bétaillère ont été saisis et mis en fourrière pour une durée de 16 mois à l'occasion de l'expulsion du bois. Et puis, donc après, s'en est suivi des auditions d'un certain nombre de gens qui ont été interpellés. Et puis, moi j'ai été auditionné 1 ou 2 fois, et après j'ai été jugé, je suis passé au tribunal 1 fois, ça a été reporté en mai 2017, après en septembre 2017, et donc le délibéré a été donné en novembre, et donc le procureur avait requis 3 mois de prison avec sursis, et en fait je m'en suis tiré avec 2 mois. Voilà. Donc moi j'ai décidé de ne pas faire appel de cette décision, parce que bon, je savais que c'était pas la fin du combat et qu'il y avait encore des autres dossiers à venir après, et voilà, donc aujourd'hui la décision me donne raison, parce que ça n'a pas été la fin des procédures, j'allais dire, ça a été que le début, quoi. J'ai ouvert
le champ des procès avec le procès de l'occupation du bois. Bon, cela dit, l'expulsion de juillet a été que temporaire. Donc en gros, l'Andra a repris les travaux aussitôt, puisque comme Christian l'a dit, le but sur cette forêt de 280 hectares, c'était de défricher un cordon tout autour de 10 mètres de large, voilà, donc sur 9 km de circonférence, pour faire un périmètre de sécurité, une zone de surveillance, dans le genre d'un camp, pas plus loin, mais d'un camp, quoi, de façon à ce qu'ils puissent avoir quartier libre pour faire ce qu'ils veulent à l'intérieur, quoi. Il fallait juste être en hélico pour pouvoir savoir, hein, une forêt, on ne pouvait pas voir, pour savoir ce qui se fait à l'intérieur. Donc ils ont décidé, donc le défrichement était en route, de reconstruire un mur, hein, au vu de la clôture. C'est quand il y a eu la première occupation, il y avait déjà une clôture en barbelé, genre clôture qu'on fait pour les animaux, hein, qui avait été réalisée, hein, sur plusieurs centaines de mètres, je ne sais plus exactement. Mais comme ce n'était pas suffisant et qu'elle a été démontée, donc ils ont pris l'option de construire un mur avec des morceaux de mur autobloquants qui posaient bord à bord, donc sur 1 km, il prévu beaucoup plus. Et le 15 août, donc il y a eu à nouveau une réoccupation du bois et une destruction partielle ou totale, enfin une dégradation du mur en question. Donc c'était aussi un événement fort dans la lutte, évidemment. Hein, le jour-là, il y avait aussi des hélicoptères en permanence qui surveillaient, il y avait un quadrillage, mais l'expulsion a été rendue possible, la réoccupation a été rendue possible parce qu'à un moment donné, les vigiles qui gardaient le bois avaient complètement libéré le bois. Donc comme le territoire était sous surveillance des deux côtés, y compris par les opposants qui surveillaient aussi l'occupation, je veux dire que c'est ce qui a permis d'intervenir. Donc, s'en est suivi aussi, suite à ce procès, un certain nombre d'interpellations, d'auditions. Donc, Christian, alors, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite, puis après je continuerai sur ce que tu as subi, qui lui, moi donc j'ai fait le procès de l'occupation du bois et Christian a été choisi, si on peut dire, pour assumer le procès avec un autre Christian, le procès de la destruction du mur. Oui, c'est-à-dire donc ce fameux week-end du 14 et 15 août 2016, le mur tombe et l'occupation du bois reprend et elle durera quand même jusqu'en février 2018. Hein. Il faut se rendre compte que ceux qui ont occupé le bois, ils l'ont occupé quand même pendant 2 hivers, c'était assez long. Bon, suite à ça, moi, au mois de novembre 2016, je reçois une convocation pour une audition par rapport à la dégradation, à la chute du mur. Quand je reçois ça, je me dis, bon, il va y en avoir quelques-uns, parce qu'il faut savoir que le week-end du 15 août, nous étions plus de 400, 450 à peu près, à être présents sur la manifestation. Et j'apprends simplement que moi je suis convoqué à Voie à 14h30 à la gendarmerie de Voie. J'apprends qu'un autre Christian est convoqué lui dans une autre gendarmerie à 14h30 aussi. Une autre militante trésorière de l'association BZL est aussi convoquée dans une autre gendarmerie à 14h30 aussi. Et qu'une autre personne qui a été citée comme témoin, elle aussi a été convoquée à 14h30 dans une autre gendarmerie. Il se trouve que, bon, en étant témoin, un avocat ne peut pas vous assister, mais quand vous êtes en audition libre, un avocat peut être avec vous. Et notre avocat ne pouvait pas être à 14h30 dans 3 commissariats différents, 3 gendarmeries différentes. Donc on a obtenu un report de cette audition et elle s'est passée à Commercy. Donc sur une journée, avec une première audition devant le témoin à 8h du matin, moi je suis passé à 10h, l'autre Christian est passé à 14h et Brigitte est passée à 16h. On a eu à peu près 2 heures d'audition chacun. Pour mon cas personnel,
Je me trouve donc dans le bureau de la gendarmerie. Comment ça se passe? Nous, on avait décidé de ne rien déclarer. Et bon, j'ai un questionneur qui posait des tas de questions auxquelles je ne réponds pas. Et il a un collègue à côté qui est en train de chercher sur son ordinateur un petit peu son copain, le questionneur. Il lui pose par 3 fois la question parce que tu n'as pas trouvé mieux. Dès la première fois, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et 3 fois, l'autre répond, je n'ai pas trouvé mieux à ce moment-là. On me sort une planche avec des photos en me disant, voilà, on estime que c'est où sur ces photos qui ont été prises par l'hélicoptère, parce que le jour de la manifestation, il faut savoir que le bois était complètement libéré, il y a des gendarmes qui avaient tout abandonné, parce que quelques jours avant, les tribunaux avaient déclaré justement l'illégalité du mur. Donc, les vigiles étaient partis, les gendarmes étaient partis, et il ne restait plus que tout. Le bois était libre parce qu'au 15 août, au départ, c'était simplement pour faire un pique-nique, pour essayer de réoccuper le bois, mais on s'est trouvé, le bois était libre le jour-là. Et il n'y a que l'hélicoptère de la gendarmerie qui tournait pendant le démontage du mur. Donc on me présente des photos, moi tout de suite je vois que c'est pas moi sur ces photos-là, mais je ne dis rien, je n'ai rien à déclarer. Et bon, ensuite je refuse les prélèvements parce qu'on me dit bon, il va falloir faire une prise d'empreinte, les photos anthropométriques, il faut ensuite faire le prélèvement ADN. Bon, j'ai refusé, ils étaient un peu étonnés parce que généralement ce sont les jeunes qui refusent ça. Et vous savez, vous allez avoir une deuxième procédure contre vous voilà, pour le refus de prélèvement ADN. Donc, ça se passe ainsi. Et puis donc, je reçois après une convocation pour passer au tribunal au mois de février 2018, donc au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. Et cette fois-ci, on n'est plus que deux. D'autres questions, et moi, comme dit le procureur, c'était le procès des 2 Christians. Il dira aussi les 2 Christians dans la presse du lendemain, il dira les 2 Christians ont commis l'imprudence de ne pas se masquer lors de cette journée-là. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'était entre guillemets les paroles du procureur de Bar-le-Duc. Donc nous on sort, et bon, le délibéré c'est pas tout de suite, c'est seulement au mois d'avril, et on se trouve condamné à 4 mois de prison avec sursis, plus 3 000 € pour la destruction du mur. L'avocate de l'Andra, lors de l'audience, avait demandé 6 000 € de la part, parce qu'elle avait estimé, l'avocate de l'Andra avait estimé que le jour-là, il y avait à peu près 200 personnes sur les 400-450 qui étaient là, qui participaient à la destruction du mur. Donc elle reconnaissait d'une certaine façon qu'il y avait la moitié des gens qui étaient sur la manifestation mais ne détruisaient pas le mur. Donc elle avait divisé, parce que le mur revenait soi-disant à 1 200 000 €, donc divisé par 200, elle faisait les parts à 6 000. Pour le délibéré, on s'est retrouvé avec des parts à 3 000 parce que le juge il a fait la division par 400 personnes qui étaient là, donc voilà, les parts étaient à 3 000 €. Donc suite à ça, dans l'heure qui a suivi, moi je ne connaissais pas ma condamnation puisque j'ai toujours nié être la personne photographiée, de très mauvaises photos en plus. Il y a plusieurs indices qui prouvent que ce n'est pas moi. Voilà. Donc on est allé en appel. L'appel a eu lieu au mois de janvier de cette année et le délibéré passera le 21 mars. Voilà. Ça continue. Bon alors, pour revenir dans le calendrier, bon, tout ce qui s'est passé en gros sur cette période-là, mis à part les 2 procès qu'on vient de vous parler, on était quand même... la répression était, il y avait de l'enregistrement, du pistage, tout un tas d'éléments où ils constituaient des fichiers, ils stockaient des informations, tout ce qu'on veut, mais je veux dire que les poursuites étaient relativement faibles, quoi. Et c'était encore possible de vivre sur le territoire, j'allais dire, normalement. Depuis, donc si je reprends le calendrier, donc le bois continuait d'être occupé après le 15 août, hein, jusqu'au 22 février 2018, hein, puisqu'on vient de fêter l'anniversaire.
l'anniversaire de l'expulsion du bois, final j'allais dire, encore que, là ça fait un an. Donc en fait, il faut que vous ayez la connaissance d'autres événements, à savoir, bon, il y a eu les élections présidentielles quand même, parce que c'est quand même un dossier éminemment politique et le lobby nucléaire est quand même très fort sur toutes les décisions qui sont prises. Donc c'était lié aussi à l'avenir de Notre-Dame-des-Landes. Donc le ministre a bien pris soin de nettoyer Bure avant d'annoncer sa décision sur l'abandon du projet de Notre-Dame. Donc c'est vraiment à partir de cette période, je pense que la répression a été mise à un ou plusieurs crans supplémentaires pour arriver à ce que je peux vous parler un peu plus de comment ça se passe au quotidien, en gros depuis un an, parce que cette expulsion du 22 février, donc, qui, je le rappelle, s'est suivie de perquisitions, donc multiples, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne les ai même pas toutes en tête, et perquisitions à répétition. Donc il y en a eu peu après l'expulsion, après il y en a eu en septembre, et il y en a eu en septembre 2018, 2017, en novembre, et après en juin, donc je vous rappelle une date, la manifestation de Bar-le-Duc, donc le 17 juin 2018, et donc le 20 juin, il y a eu aussi une série de perquisitions, le 20 juin 2018, et à nouveau encore 2 ou 3 sur septembre 2018. Donc vous voyez que ça fait pas mal, pour certaines aux mêmes endroits ou chez les mêmes personnes. Donc, entre autres BZL, la Maison de la Résistance, où il y en a suivi 3, 3 de perquisitions. 3 et demi, la dernière, c'était pas tout à fait une perquisition, c'était une visite. Ouais, c'est ça, une visite de courtoisie. Voilà. Donc voilà, et là on est quand même monté d'un cran, mais si ça se limitait là, ça serait encore rien. Je pense que ce qu'on dénonce, et moi ce que je peux témoigner et vivre au quotidien, même si je suis mal placé, je suis bien placé parce que j'habite le territoire, donc je suis né là, je travaille là, et voilà, bon, évidemment, j'ai l'étiquette de militant qui me colle tout partout, compte tenu de mon passé, mais je veux dire que je m'estime un peu privilégié par rapport à comment peuvent être traités ou maltraités les autres militants qui sont pour certains occupants récents ou je veux dire qui ne sont pas habitants autochtones du territoire, soit de passage, soit habitants transitoires, voilà. Donc en gros, il faut savoir donc depuis le 22 février, bon avant il y avait déjà des équipes de gendarmerie avec des véhicules en position statique devant les mairies, bon suite pour certains à des événements, je pense que Joël en parlera après par rapport à l'association de malfaiteurs, mais à des dérapages un peu isolés à droite ou à gauche. Donc avec régulièrement des visites d'hélicoptères, dès qu'il y a un peu de mouvement à droite ou à gauche, même si c'est une activité à caractère festif ou culturel, voilà, enfin, bon, ça leur fait l'occasion de sortir l'hélico, quoi. Mais donc depuis, on n'est plus dans des, on n'est plus dans des positionnements statiques pour défendre tel ou tel bâtiment. On est dans des navettes, en dynamique sur un périmètre de 10 ou 12 km, en gros de Contrecourt à Ribeaucourt, Montier-sur-Sault, et puis voilà, donc tout ce périmètre-là, 10 km autour de Bure, est sous surveillance permanente. Alors qu'est-ce qu'on entend par surveillance permanente? En gros, c'est un Range Rover avec 3 personnes dedans, une qui filme, une qui conduit, et puis l'autre qui surveille ou qui observe, voilà, donc qui se déplace sur le territoire en continu 24 heures sur 24. À 30 ou 40 à l'heure, avec ponctuellement, je pense qu'ils ont un roadbook avec un certain nombre de points rouges à surveiller, un peu plus que les autres, donc où on appuie sur le frein, où on s'arrête, où on filme, on s'arrête au milieu de la route régulièrement, donc je répète, 24 heures sur 24, voilà, et puis ça c'est en continu.
Donc ça, depuis un an, c'est un peu le rythme, quoi. Bon, encore si ça s'arrêtait là, c'est encore rien. Mais par contre, bon, évidemment, ils croisent un certain nombre de gens sur leur route, hein, à pied, en voiture, voilà, en tracteur, voilà. Et donc après, suivant, donc vous pensez bien que ces unités, ces personnes, donc qui sont en mission, donc on n'a pas affaire tout le temps aux mêmes personnes. Mais ils ont des missions de 3 semaines, 1 mois. Enfin, moi, je ne suis pas qualifié parce que je passe pas mon temps à les surveiller, mais on voit bien quand même, en fonction des équipes, ça dérape plus ou moins et l'animosité qu'ils peuvent mettre à exercer leur boulot, quoi. Bon, des fois, ils n'ont rien à se mettre sous la dent, donc c'est un peu plus ardu, suivant les personnalités de chacun. Donc, vous voyez, donc ils interpellent les gens qui circulent à pied. Hein, peut-être qu'ils ont un look des fois qui ne leur correspond pas, j'en sais rien, mais bon, sur le territoire là-bas où on n'est pas dans une époque où il y a beaucoup de touristes, et voilà. Donc après, tout est bon pour faire un contrôle d'identité. Ça commence banalement comme ça, aux personnes qui se déplacent, y compris ceux qui circulent en véhicule, hein, ils interceptent les véhicules, bon, des fois avec des manœuvres un peu brutales, hein, je veux dire que, parce qu'il y a en fait un véhicule, mais il y en a 2 ou 3 en réserve qui sont là en permanence, donc avec des liaisons radio, et que dès qu'il y a un signalement, on peut arriver et puis se faire coffrer avec un devant, un véhicule devant, un véhicule derrière, et on est immobilisé sur le champ, quoi. Voilà, ça c'est assez courant. Alors évidemment, si dans ce cas-là, il faut faire profil bas, mais donc faire profil bas, ça veut dire faire fi aussi du règlement, hein, parce qu'on ne connaît pas toujours ses droits, est-ce qu'on a le droit de dire ou de faire ou de pas dire ou de pas faire quand on se fait arrêter, et si on est sur le terrain public, si on est sur le terrain privé, si on glisse sur un chemin rural, voilà, c'est très compliqué. Et ils ont des artifices aussi, eux, pour déjouer ou pour contourner, à savoir, avec les smartphones c'est facile, il y a un arrêté préfectoral qui autorise de telle heure à telle heure de faire une fouille de véhicule, d'immobiliser, de faire tout et n'importe quoi par rapport à ces contrôles-là, quoi. Donc voilà, on a connaissance si on veut lire, de l'arrêté préfectoral. Bon, moi je me déplace assez régulièrement avec les équipes médias, donc sur le territoire. Là, je fais que de me déplacer, hein, donc je vais jusqu'en lisière du bois, comme maintenant, depuis l'expédition totale, donc on n'a plus le droit de traîner dans le bois, et il vaut mieux pas, on est soumis à une astreinte de 500 €. 100 € dès la première. 100 € dès le premier pas, et après c'est 500 € par heure de pénétration sur le bois, quoi. Donc je vais simplement retourner faire ma manœuvre, et puis après, quand les équipes veulent filmer ou autre, et puis faire un commentaire ou un enregistrement ou une interview, j'essaye de me mettre, parce qu'on a quand même des gens sur un terrain privé, d'un collègue agriculteur ou qui est pas loin, voilà, mais ça dure jamais très longtemps. De toute façon, dans notre angle de vision, il y a toujours le Range Rover qui traîne au coin d'un bois, un endroit ou un autre qui surveille le bois, et puis tôt ou tard, il y en a une autre qui vient vous retrouver et puis qui vous contrôle, qui demande à voir les images qui sont filmées, qui demande à les effacer s'il y a des véhicules militaires dessus. Ça fait partie du paysage chez nous, mais bon, visiblement, on n'a pas le droit de filmer les véhicules militaires. Bon, c'est comme ça, voilà. Donc tout ça, ça fait partie du quotidien quand on se balade sur le territoire autour de Lyon. Donc voilà, faut avoir beaucoup de patience et puis pour faire face à tout ça, quoi. Alors vous doutez bien que à un moment donné, on peut pas toujours se contenir, et que quand il n'y a pas de raison et que ça arrive qu'une fois dans la semaine, on peut supporter. Quand ça arrive qu'une fois dans la journée, on peut encore le supporter, mais quand ça arrive 2 ou 3 fois par jour, parce qu'on fait des navettes et qu'on croise ces gens-là en permanence, et qu'on vous refait des contrôles tous les 2 heures ou 3 fois dans la même journée, par les mêmes équipes, ça devient insupportable. En fait, c'est clair qu'il suffit de pousser les gens à bout pour qu'il y ait un dérapage, et après, oui, pourquoi pas, si vous faites semblant de partir ou que vous en avez marre d'attendre, parce que quand il s'agit quand il s'agit de verbaliser, parce qu'en même temps, si c'est un véhicule, on l'épluche et puis on en profite, quoi. Donc c'est toujours facile de trouver un pneu lisse ou une bricole
Ouais, par exemple. Si on fait la fouille de véhicule, bah oui, la Nopinel, l'atteinte ou l'état d'objet banal qu'on peut avoir dans un véhicule. Donc on immobilise le véhicule, ça dure un certain temps, il faut que les brigades qui sont habilitées, qui sont à vos couleurs, voie ou contre-recours, puissent intervenir sur le secteur, enfin bon, tout pour faire durer et pousser les gens à bout, quoi. Alors bah, ça peut finir en interpellation, avec les menottes, en garde à vue provisoire, en audition, et après au tribunal évidemment, donc je vous en parlera après. La recrudescence du nombre de dossiers pour des événements comme ça, hein, que c'est pas plus compliqué que ça, enfin, je vous dirai si c'est pas ça, mais bon, voilà. Donc moi je m'estime privilégié parce que j'ai pas trop affaire à tout ça. Bon, je connais bien mon territoire, donc je déjoue aussi dans ma circulation et dans ce que je peux mettre en pratique pour essayer de les éviter, parce que j'ai franchement pas envie de perdre mon temps et de perdre mon sang-froid aussi pour tomber dans le panneau. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, donc c'est ce qui nous arrive fréquemment. Alors d'un point de vue un peu plus, donc ça c'est le quotidien, un peu plus général, je voudrais dire aussi que faire aussi un retour en arrière, sur en fait il s'agit que d'une chose, c'est que de vider et nettoyer le territoire. Donc ça a commencé, je suis bien placé pour le dire en tant que paysan, en 2007 où à peu près, où l'Andra a commencé, donc ils avaient acquis une centaine d'hectares avec une ferme isolée au lieu du laboratoire actuel pour construire le labo. Donc ils ont pris 20 hectares et le reste est continué à être exploité en terre agricole sur ces territoires. Et voilà, donc depuis il ne se passait plus rien en termes d'acquisition et d'occupation foncière. Mais depuis 2007, ils se sont entourés d'un émissaire bien connu qui s'appelle Emmanuel Lance, qui est chargé de l'animation et de toute la gestion de ces acquisitions foncières. Et voilà, donc il a pris son bâton de pèlerin et puis il tourne autour du territoire pour acquérir tous les biens qui sont susceptibles d'être libres ou de les rendre libres. Donc tout ça c'est en vue de CIGEO. Voilà, c'est là concrètement où on passait du labo à CIGEO. Et donc ça a monté en puissance pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, donc, on est à 2000 hectares de bois et plus de 1000, 1200, 1300 hectares de terre qui appartiennent à l'Andra, ce territoire. Donc tout n'est pas autour du site. Alors qu'il est, il y a 300-350 hectares autour du site, donc qui sont retirés de l'usage agricole et qui serviront ou serviront pas, enfin, notamment après accueillir les gares et les bâtiments connexes dans la réalisation de CIGEO. Donc, l'acquisition foncière, c'est aussi le moyen de vider le territoire. Vous savez bien que même s'il n'y a pas eu d'expropriation pure et dure, on attend que les gens soient fin d'activité ou que les terres soient rendues disponibles, avec tout un accompagnement financier à la clé, pour acquérir ces terres au prix fort et dissuader les gens de les reprendre ou de les acheter. Donc c'est une façon déjà, au travers des paysans, de vider le territoire, à tel point que sur ce qui était historiquement une région de polyculture élevage, on est devenu, mais ça c'est général, une région de grande culture, avec des fermes de plus en plus grosses, donc ça veut dire qu'avec moins en moins d'exploitants sur le territoire. Donc le but c'est aussi de maîtriser ces quelques, qui comptent sur les doigts de la main, en gros, dans les communes autour, grandes exploitations. Donc après, ça suffit pas. Jusque-là, l'Andra n'avait pas, s'était pas occupé du foncier bâti. Hein. Bon, il faut savoir que, comme partout ailleurs, des territoires ruraux, il y a des affections du bâti. Il y a une chute, quand il y a eu la crise de l'immobilier, il y a eu une chute des prix du foncier, ce qui rend les acquisitions abordables par des gens qui n'ont pas trop de moyens et qui ont envie de s'installer sur le territoire. Et c'était aussi l'envie d'un certain nombre d'opposants qui sont venus là depuis 2015 ou 2016 et qui ont envie de redonner vie au territoire et de développer des projets. Mais bon, ils n'ont pas pris ça au sérieux au départ, ou du moins ils n'ont pas considéré ça comme une menace, mais en fait, à terme, ils en ont pris conscience. Et aujourd'hui, il s'agit aussi de combattre ces gens-là, donc de court-circuiter les acquisitions foncières de bâtis au travers de diverses méthodes, encore une fois, plus ou moins légales,
donc en faisant intervenir la SAFER. Donc la SAFER, c'est un organisme de soutien public qui est prioritaire pour acquérir normalement le foncier. Donc elle peut acquérir des bâtiments, du bâti, mais il faut que ça ait une vocation agricole, que ça ait une relation sur un projet agricole. Et alors aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de vous dire concernant le peu de paysans qui restent et qui n'ont pas envie d'avoir des vieilles granges ou des bâtiments anciens et obsolètes, je veux dire, ça n'intéresse aucunement les paysans qui sont sur le territoire, quoi. Voilà. Mais vous avez bien compris qu'il s'agit surtout de dissuader des opposants éventuels d'acquérir ces bâtiments. Et puis ils ont aussi une autre méthode, c'est que si eux ne peuvent pas le faire directement au travers de la SAFER, eh bien, ils font préempter les communes. C'est pas possible partout, mais moyennant certains aménagements, c'est possible de faire préempter les communes. Bon, après, la commune fait des travaux, elle détruit la maison parce que c'est souvent pas habitable en l'état, et puis on fait un parking, et puis on recette ça. Bon, même si la commune n'a pas les moyens, c'est pas un problème, hein. Il y a un fonds qui s'appelle le GIP, donc le groupement d'intérêt public, qui verse des subventions à l'habitant et énormément d'argent dont on ne sait pas quoi faire localement. Donc pour financer ces projets et puis faire un beau parking macadamé pour je sais pas qui, voilà, et après recéder pour l'euro symbolique à la mairie ou à la commune le dit emplacement. Donc vous voyez bien que tout est mis en œuvre pour vider le territoire, autant aux moyens humains que du foncier, que du bâti et puis encore plein d'autres façons, quoi. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on voit et qu'on pressent depuis longtemps, mais je veux dire qui monte en puissance et où on est arrivé à un point de non-retour et que j'allais dire, même si demain le 6GE ne se fait pas pour une raison X, parce qu'évidemment on souhaite, je veux dire que le territoire est déjà à moitié ou aux trois quarts massacré. C'est mon avis personnel. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus pour le moment. Après, je pourrais revenir sur d'autres points. Mais je vais laisser la place à Joël sur la suite des événements. Moi, ce qui me semble important de souligner par rapport à ce que vous avez dit et tout ça, c'est on parle beaucoup d'un tournant en 2000. Vous m'entendez bien? Oui, je parle assez fort. On parle beaucoup d'un tournant en 2016-2017. Mais après, il y a quand même, et le procureur va pas mal amener ça dans les procès actuellement aussi, de dire il y a une génération là qui est arrivée plus radicale dans la dynamique de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et souvent il a tendance à stigmatiser au tribunal une population, un type d'individu. Il dit ces individus, ces personnes-là, ce genre de personnes. Enfin, ces phrases-là, elles s'alignent à longueur de procès qui stigmatisent et font un ensemble d'opposants qui seraient une espèce de magma aggloméré de personnes interchangeables qui seraient la menace en fait. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la lutte de Bure, cet aspect de confrontation, oui, est beaucoup ressorti en 2016 parce que de fait, l'Andra est arrivé à occuper enfin, c'est marrant, j'utilise le mot occuper, mais l'Andra a commencé des travaux dans le bois, ce qui a obligé un peu les opposants à se positionner. C'est généralement quand les machines arrivent, il n'y a pas 36 solutions, on bloque. En fait, on se met devant parce que sinon ils coupent les arbres. Donc il n'y a pas 36 choix, et d'autant que généralement c'est ce que jouent la plupart des entreprises qui aménagent un territoire, c'est la montre. C'est-à-dire qu'ils lancent les travaux, ils savent que c'est illégal, mais le temps que nos recours aboutissent, il n'y a plus de retour possible en arrière. Et les indemnités auxquelles ils vont être condamnés, dans la plupart des cas, sont mineures par rapport aux gains que ça représente pour eux. Donc de toute façon, ils vont lancer les travaux et c'est la fuite en avant en fait. Et nous, on n'a pas d'autre choix que de la confrontation et l'illégalité, c'est-à-dire d'occuper le terrain pour empêcher qu'il y ait ces travaux s'effectuent. Ça, c'est le cas dans pas mal d'endroits de confrontation sur des zones et de combats. On voit ça au GCO en Alsace, on voit ça à Roibon, on voit ça à Sidens. Il y a systématiquement l'entreprise qui avance très vite. Sauf qu'on n'avait pas ça avant 2016 en fait. Il y avait quelque chose de plus larvé, avec un projet qui a installé un laboratoire, avec quelque chose de très... Jusqu'en 2006, c'était censé être juste un laboratoire d'études. Après, c'est devenu un centre d'enfouissement qui est sorti de... C'est la pêchette surprise. Et par contre, l'aspect confrontatif, il n'a pas commencé en 2016, il a commencé en 1994 en fait.
il y avait des manifs très importantes de 10 000 personnes en Meuse contre ce projet-là. Il y avait des manifs très importantes avec des bousculades, avec les gendarmes et c'était plus le gendarme à l'ancienne avec le képi qui poussait comme ça, et il n'y avait pas les gendarmes mobiles qui gazaient les gens dans les rues de Bar-le-Duc. Ça, c'est le maintien de l'ordre moderne. Mais cet aspect-là, il était là. Et ça aurait pu tourner comme ça à l'époque, en fait. S'il y avait eu les gendarmes mobiles et cette confrontation d'aujourd'hui, et la façon dont les préfets et le gouvernement traitent les problèmes aujourd'hui de maintien de l'ordre, probablement qu'en 1994, les rues de Bar-le-Duc auraient ressemblé à la manif de Gilets jaunes qui a eu lieu aujourd'hui à Bar-le-Duc, en fait, à mon avis. C'est-à-dire beaucoup de gaz et des flashballs. Et ça, c'était pour l'aspect manifestation, confrontation. Il y a eu des bousculades sur les débats publics, il y a eu des moments tendus. En fait, ça dépend entièrement aussi quelle est la réponse en face. Et surtout, il n'y a pas une génération qui a amené la détérioration ou la dégradation, etc. Non, elle a lieu depuis des années, en fait. Il y a eu des sabotages sur les années antérieures, il y en a depuis 2006, il y en a même eu avant, il y a eu des agriculteurs qui, en 2000, etc., se sont posés sur le chantier. Il y a eu aussi des moments tendus avec les agriculteurs et tout ça. Enfin, moi, je parle plus d'un... Ça, c'est pas mes souvenirs. Mais voilà, c'est dire qu'il y a toute une histoire aussi, et on a tendance à faire un peu d'avant-l'après. Mais il n'y a pas un avant-après, il y a plein de choses qui sont articulées au fur et à mesure du temps. Et par contre, clairement, ce qui a évolué, c'est la réponse. La réponse de la préfecture, la réponse des autorités, elle a évolué brutalement. Parce qu'en 2015, on a fait un campement de 10 jours. Il y a eu à un moment une manifestation qui est partie en direction de l'Andra. Il y a des grilles qui ont été déjà renversées à l'époque. Et ça, c'est un fait mineur et peu connu. Mais les gendarmes mobiles ne sont jamais sortis. Et ils étaient invisibles, en fait. Et ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas mis en place un dispositif de maintien de l'ordre, de réponse agressive. Et pendant des années, l'Andra a choisi, et probablement la préfecture et l'Andra ont choisi on paye la facture et puis surtout pas de vague. Parce qu'on avance mieux s'il n'y a pas trop de bruit. Sauf que, quelque part, là où ils ont dû changer de stratégie, celle de on paye la casse et puis surtout pas de pub, surtout pas de communication, l'Andra communique jamais. Pendant des années, elle ne communique pas de rien, pas de réponse à la moindre confrontation, etc. Il reste dans une communication très minimaliste. Et à partir de 2016, donc là où il y a l'occupation du bois, il continue un peu sur cette voie-là en fait, il ne communique toujours pas. Et la préfecture par contre rentre dans quelque chose d'un peu plus brutal avec une confrontation classique de gendarmes mobiles, etc. qui protègent l'endroit du chantier. Donc là on est un peu plus sur des trucs comme Notre-Dame-des-Landes avec une ligne de gendarmes mobiles qui tirent des gaz lacrymogènes, qui tirent au flashball déjà sur les gens en 2016, parce qu'il y avait déjà des flashballs dans les mains de bandits. Et par contre, du coup, ça visibilise beaucoup l'occupation du bois. C'est vraiment un point de départ de visibilisation plus nationale de la lutte à Bure. J'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, on en parle. Il y a des médias nationaux qui s'en préoccupent davantage que dans les années précédentes, où c'était surtout la presse locale et très marginalement, il y avait des articles sur Bure dans la presse nationale. Mais là, vraiment, il se passe quelque chose. Et là, il y a déjà des premières déclarations de ministres d'abord c'est la préfecture, mais ensuite c'est le ministre au printemps qui dit il n'y aura pas de ZAD à Bure. Et là, ça focalise un truc, mais on avait déjà ça en 2015-2016 avec un peu un truc, des cartes de zadistes arrivent de Notre-Dame-des-Landes et vont envahir la Meuse en fait. C'était le titre en juillet 2015, avant le campement qui était prévu de 10 jours, c'était attention, ils viennent en Meuse pour tout casser de l'extérieur. Après, ça a évolué vers ça y est, les casseurs sont installés. Avant, c'était ils arrivent de l'extérieur pour tout casser en Meuse. Après, c'était ça y est, ils sont là, et les zadistes sont là, ils sont installés, il n'y aura pas de ZAD, attention. Et c'était la proclamation attention, il n'y aura pas de ZAD. Mais après, les choses, c'est que chaque situation est singulière. Et de fait, pendant longtemps, l'occupation du bois, c'était 10 personnes en hiver derrière une barricade. Et c'était pas l'espèce de spectre d'une occupation massive ou à la Notre-Dame-des-Landes avec 300-400 personnes, mais pourtant dans le traitement des autorités, c'était vraiment la ZAD numéro 2. Quoi. Et donc ça commençait à préparer un peu le terrain de la répression qui a suivi, et ça c'est important vraiment de voir ce préalable-là, avoir vraiment ça en tête pour comprendre ce qui a suivi. C'est qu'à partir du moment où il y a eu la manifestation du 14 au 18 février, c'est quand même une manifestation importante parce qu'à ce moment-là, se profilait la possibilité que le bois soit à nouveau expulsé
parce que l'Andra avait été condamné l'été d'avant à remettre en état le bois. Ce qui voulait remettre en état, ça voulait dire enlever 1,2 km de mur abattu, 10 cm de gravier sur 3 bornes, plus de 3 bornes, et enlever le géotextile qu'ils avaient mis en dessous et replanter des arbres tout du long sur les 7 hectares, les 11 hectares qu'ils avaient défrichés en vérité. Et du coup, ça représentait des travaux monumentaux. Donc l'Andra s'est servi de l'occupation du bois pour attendre la dernière semaine de l'échéance, pour arriver avec 2 machines, forcer le passage à 8h du matin, et dire on ne peut pas remettre en état le bois. Ils nous en empêchent. En fait, c'était un peu la petite technique de communication de dernière minute pour dire voilà, vous voyez, on ne peut pas le remettre, on a essayé. Et à partir de là, nous, on avait quand même la crainte qu'une nouvelle opération de police intervienne dans le bois et que cette espèce de petit coup là servait de prétexte pour une opération de police beaucoup plus majeure et qui ressemblait à celle de l'été d'avant, c'est-à-dire peut-être 200 ou 300 gendarmes mobiles qui viennent vraiment ensacrer le bois, expulser les gens, etc. Donc à ce moment-là, il y a une manifestation qui avait été organisée par les opposants, par la coordination des opposants, par les collectifs présents sur place et mobilisés sur place, pour du 14 au 18 février dire, enfin surtout le 18 février, dire préventivement, on va faire une manifestation cette fois-ci qui va au bois, symboliquement, et qui repart vers l'Andra pour dire c'est l'Andra le responsable. C'est parce qu'on reportait l'attention sur la préfecture, etc., mais c'était l'Andra qui était responsable de... C'était dire à l'Andra, ils sont tentés de rentrer dans le bois en force, avec les vigiles en pick-up, ils avaient à ce moment-là des cagoules, des pick-up, avec des GoPros, enfin c'était vraiment la milice qui... Vraiment les images qu'on a de dictature avec des pick-up qui circulent, avec des vigiles dessus, assis à l'arrière. Donc il y avait quand même une crainte importante d'expulsion à ce moment-là. Et cette manifestation a fait venir 800 personnes en février et a abouti au renversement des grilles de l'Andra. Un certain nombre de gens ont renversé les grilles du laboratoire, l'enceinte de laboratoire. Donc les gens se sont aperçus que les grilles ne tenaient pas vraiment, qu'elles tombaient quand on poussait dessus. Donc du coup, toutes les grilles du sud du labo ont été renversées. L'écothèque, pardon. Pas le laboratoire lui-même, mais l'écothèque qui est un bâtiment qui est inclus dans l'enceinte de l'Andra. Et ça a déclenché derrière une communication sénatoriale, donc M. Longuet, sénateur de la Meuse, plus derrière le ministre qui disent il n'y aura pas de bure à la salle de la bure, et là c'était vraiment proclamé. Et là, dans les mois qui ont suivi, la stratégie a changé. L'hypervisibilité des gendarmes, contrôle qui commence sur les routes autour. Quelques mois plus tard, il y a l'échange du bois qui est refait parce que l'Andra avait perdu la propriété du bois qui est fait dans un village. Et là, militarisation totale du village. 200 gendarmes mobiles, tout autour de la mairie. Pour un vote de conseillers municipaux, on avait la forteresse quoi, dans un village. Il y avait 100 manifestants, 200 gendarmes mobiles. C'était un peu la situation. Et ça préfigurait ce qui s'est passé après durant l'été. Donc il y a eu et là c'était armé en fait. Enfin moi c'est mon analyse subjective. Mais l'arme était là et maintenant il manquait le prétexte en fait pour mettre en place ce qui a suivi, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs, la militarisation totale du territoire. Mais il manquait le moment qui allait permettre de mettre ça en place. Mais tout était déjà là, on voyait les jeeps, etc., on voyait le déploiement, et surtout des agents de renseignement qui étaient là avec des téléobjectifs sur chacune des petites manifs qu'on faisait pour nous mitrailler de loin. Donc il y avait déjà un fichage très intense qui était fait à ce moment-là. Et en juin, il y a une semaine d'action qui a été organisée, une semaine d'activités, d'action, de diverses choses qui se sont passées en juin à Bure et qui étaient organisées au niveau de la forêt, autour de la problématique de la forêt et de l'occupation de la forêt. Et une manifestation spontanée est rentrée dans l'enceinte là où il y avait l'hôtel-restaurant. Il y a un hôtel-restaurant implanté sur le site. Et donc, les gens sont rentrés jusqu'à l'hôtel. Donc, c'est l'hôtel, sont rentrés dedans. Il y a eu un départ de feu. Et ce départ de feu, c'est le départ de l'association de malfaiteurs. Vous voyez, et là, la presse, ça a été le déroulement total du truc. C'était les opposants ne nous font plus rire, ça y est, ils ont franchi un cap, on savait que ça allait arriver, voilà, c'est irresponsable. Les sénateurs ont communiqué, et c'était il faut installer, c'est irresponsable que
le gouvernement, les autorités nous laissent livrer à nous-mêmes par rapport à ce territoire. Il nous faut des gendarmes mobiles, il faut remettre de l'ordre à Lyon, en fait. Ça ne va plus, le territoire est livré à des gens qui troublent l'ordre public quotidiennement. En fait. Et donc immédiatement derrière, 3 semaines après, il y avait l'installation permanente d'un escadron de gendarmes mobiles. Donc ça, c'est 100 gendarmes mobiles qui se relaient 50-50 jour et nuit et qui patrouillent dans leur van jour et nuit. Et donc ils en stationnaient un pendant 1 mois et demi, ça a duré avec un véhicule stationné devant chacun des habitats, parce qu'entre-temps, il y avait quand même, depuis l'été 2015 jusqu'à là, il y avait déjà plusieurs maisons achetées, des appartements loués, et devant chaque habitat, chaque lieu, il y avait un camion stationné jour et nuit, avec les gendarmes mobiles qui filment les gens quand ils rentrent, qui sortent. Et toutes les 30 minutes, devant l'ensemble de nos habitats, de nos lieux de la maison de résistance, il y avait un camion qui passait toutes les 30 minutes en fait, avec les caméras en plein. Donc là, c'était vraiment là, c'était le fichage. La période de fichage, c'est identifier toutes les personnes qui luttent à Bure, qui sont de passage à Bure, pouvoir établir un fichier très précis des opposants en vue de l'instruction qui a été ouverte 1 semaine après l'incendie, la tentative d'incendie dans l'hôtel restaurant, en vue de mettre en face de l'association de malfaiteurs les malfaiteurs. Parce qu'une fois qu'on a ouvert l'instruction, il faut le juge de Bar-le-Duc qui avait ouvert son instruction, certainement piloté par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'entre-temps, il y a pas mal d'associations de malfaiteurs qui ont été ouvertes sur des lieux de lutte en France. On a fait un peu office de cobaye à ce sujet-là, mais il y en a eu d'autres depuis. Et en gros, qu'est-ce que c'est l'association de malfaiteurs? C'est dire, il y a des dégradations qui sont commises, il y a un cadre qui les a permis. Le cadre, c'est la lutte de Bure. C'est l'ensemble des opposants qui, dans leur organisation quotidienne, ont permis à des gens de commettre des dégradations. Donc, il y a une association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations. Donc, l'association, il y a une bande organisée, parce que des gens sont allés commettre des actes et ils avaient l'air organisés. Donc, il y a une bande organisée. Cette bande organisée, elle s'appuie sur une association de malfaiteurs qui leur permet de commettre ces actes à Bure. C'est ça l'articulation exacte de l'association de malfaiteurs. Donc là, à partir de là, il faut des malfaiteurs. Et donc, les malfaiteurs, c'est quoi? Quand on n'est pas capable d'identifier un certain nombre d'individus, quand c'est pas adapté, quand c'est pas calqué sur un groupe d'individus qu'on a identifié comme un ensemble défini, qu'on lance une association de malfaiteurs sur une lutte, ça veut dire que tous les opposants deviennent potentiellement des présumés coupables de l'association de malfaiteurs. Et ça c'est intéressant. C'est la première fois, et c'est totalement inédit, qu'on fait épouser à un cadre comme ça la totalité d'une lutte. Donc, à partir de là, toutes les associations, tous les opposants qui habitent sur place en collectif, qui s'organisent ou en individu, sont susceptibles d'être des malfaiteurs qui participent à l'association de malfaiteurs. Et donc, ça a permis, en septembre après, de mener une dizaine de perquisitions. Et un an après, encore d'en mener 14 autres, en fait. Et entre-temps, il y a tout un déroulement judiciaire, et là on judiciarise la lutte. Donc il y a la militarisation, les gens ne peuvent plus se déplacer, on ne peut plus aller d'un habitat à l'autre. Dès qu'on fait un trajet entre un lieu et un autre, on doit se demander, on doit prendre notre carte d'identité. Si on n'a pas notre carte d'identité, ça finit au poste. Si on finit au poste, potentiellement, on s'énerve un peu, c'est un outrage, ça va au tribunal. Et c'est ça qui se passe dans les mois qui suivent. C'est-à-dire qu'on empile le moindre prétexte, ça permet de nourrir. Au moment des perquisitions, les gens s'énervent, ils débarquent dans la maison de résistance, ils enfoncent les portes au bélier, les gens sont acculés en haut de la maison, se réfugient dans la maison, il y a eu plusieurs phases comme ça, au moment de l'expulsion du bois, au moment de la perquisition en septembre. La perquisition de septembre, l'expulsion du bois qui intervient en février après, et à chaque occasion, on prend les opposants qui rouspètent et on les met au tribunal 3 à 6 mois plus tard, en fait. Et on nourrit progressivement, on nourrit les journées audiences de 10 à 15 audiences qui vont avoir lieu tout au long du printemps suivant. Donc tous les 3 mois, il y a 10 personnes en moyenne, 10-12 personnes qui passent au tribunal, dont une partie est comme d'interdiction de territoire, ce qui du coup amène à une vingtaine ou 25. Et en attendant, il y a des gens, en attendant leur procès, ont des contrôles judiciaires qui les interdisent de territoire aussi.
Au total, il y a 25 à 30 personnes au printemps 2018 qui sont interdites de territoire à Bure. Donc sur une centaine d'opposants qui sont présents sur place à une période, on a enlevé 30. C'est assez efficace pour vider l'endroit en fait. C'est vraiment une stratégie pas du tout cachée d'évacuer au fur et à mesure des gens en fait. Et les auditions commencent. C'est-à-dire les auditions à la fin de l'année 2017, on a une série d'auditions de gens qui sont des anciens de la lutte, qui sont là depuis 20 ans dans la lutte, des gens qui sont dans les associations. C'est pas les gens qui sont centralement mobilisés au quotidien à Bure, c'est pas les gens qui sont... Non, c'est les gens périphériques sur la lutte, ceux qui habitent même pas à Bure et qui habitent jusqu'à 60 km de Bure, qui sont convoqués. Donc c'est vraiment l'intimidation progressive d'un réseau de soutien. C'est progressivement couper les gens qui sont mobilisés au quotidien sur l'endroit de leur potentiel soutien. C'est commencer à créer la peur autour d'une association de malfaiteurs où on menace les gens parce que quand ils sont arrivés en septembre dans nos domiciles, en fracturant certaines portes et en démarquant avec la cavalerie dans pas mal de domiciles, ils brandissaient la feuille des 5 à 10 ans de prison en fait, pour association de malfaiteurs. Évidemment, ça jette un froid en fait, quand on a 5 à 10 ans de prison sur une feuille qui est brandie face à nous. Et donc du coup, je suis un peu... j'ai du mal à... donc du coup, au moment où ils sont venus, je reviens sur le moment des perquisitions parce que pour montrer ce que ça représente, parce qu'il y a vraiment la nécessité, une fois qu'on a une association de malfaiteurs, de la nourrir et de trouver des coupables. On a un cadre un peu, c'est une espèce d'énorme chamallow. En fait, le truc, il va se nourrir de ce qu'il trouve. Il n'est pas basé sur des gens dont on est convaincu de ce qu'ils ont fait, il est basé sur il y a une association de malfaiteurs, il va falloir la constituer maintenant, et pour la constituer, on a besoin d'éléments. Donc au moment des perquisitions de septembre, il y a une saisie d'une centaine de téléphones et de 40 ordinateurs personnels, de gens de passage, de gens qui sont là dans la plein temps. Il y a une saisie énorme, la photocopieuse de maison de résistance, tout y passe, quoi. Les dossiers, et la deuxième perquisition qui a eu lieu un an après, pareil, il y a toute une saisie massive d'ordinateurs, de clés USB, tout ce qu'ils trouvent de support numérique.